Pourquoi la France semble-t-elle toujours arriver sans y être invitée, prétendant sauver l'Afrique? Pense-t-il encore qu'on est en 1850? Alors que le reste du monde progresse, la France joue au cosplay colonial avec 2000 soldats prêts pour le Nigeria. Soyons réalistes, plus personne ne croit à leur discours de mission de stabilité. Si c'est pour la paix, pourquoi l'Afrique devient-elle plus pauvre chaque fois qu'ils interviennent? Pourquoi l'insurrection grandit-elle partout où ils vont? Et surtout, qui a donné à la France le droit d'agir comme le propriétaire en colère de l'Afrique? Si tout cela semble révoltant, c'est parce que ça l'est. Mais croyez-moi, c'est encore pire. Cette histoire ne concerne pas seulement le Nigeria. Elle s'inscrit dans un bouleversement mondial qui redessine l'avenir de l'Afrique, et l'Occident est en panique. Mais où cette action désespérée mène-t-elle l'Occident, si quelque part? Découvrons-le. Imaginez vivre dans un pays qui fournit 20% de l'uranium alimentant les centrales nucléaires françaises, alors que plus de 80% de sa population n'a pas accès à l'électricité. C'est le Niger, une nation paradoxalement riche en ressources mais plongée dans la pauvreté. Cela résulte de décennies d'accords unilatéraux qui ont laissé son peuple dans l'obscurité, au sens propre comme au sens figuré. Pendant des années, l'uranium, colonne vertébrale du secteur de l'énergie nucléaire en France, a quitté les mines nigériennes sous des contrats négociés par des entreprises françaises avec la complicité des élites nigériennes. Ces accords étaient un exemple typique d'exploitation néocoloniale. La France payait une fraction de la valeur réelle de l'uranium, tandis que le Niger n'en tirait presque aucun avantage tangible. L'argent parvenait à peine aux services publics, laissant les écoles sous-financées, les hôpitaux mal équipés et les infrastructures de base en ruine. Considérez le contraste frappant. Paris, illuminé par l'énergie générée grâce à l'uranium nigérien, symbolise la modernité et la richesse. Pendant ce temps, au Niger, les zones rurales dépendent souvent du bois de chauffage et des lampes à pétrole. Les enfants nés dans un pays assis sur un trésor de ressources naturelles peinent à étudier la nuit faute d'accès à la lumière électrique. Plus de 80% des Nigériens vivent sans électricité. Cette injustice n'est pas seulement économique, elle est morale. La colère qui bouillonnait sous la surface a finalement éclaté. Le récent coup d'État n'était pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'années de frustration et d'exploitation. Lorsque l'armée nigérienne a renversé son gouvernement aligné sur l'Occident, ce n'était pas une simple prise de pouvoir. C'était une déclaration. Une rébellion contre un système qui avait pillé le pays pendant des décennies. La junte ne s'est pas arrêtée à de simples mots. Leur action la plus audacieuse a été de couper les exportations d'uranium vers la France. Cette décision n'a pas seulement causé des désagréments à Paris, elle a envoyé des ondes de choc à travers tout le Sahel. La France, dont l'indépendance énergétique repose fortement sur l'uranium nigérien, s'est retrouvée à tâtonner pour gérer les répercussions. Ce n'était pas seulement une question de sécurité énergétique, c'était une question de contrôle. Mais la junte n'en était pas à son dernier coup d'éclat. Ils ont tourné leur attention vers la présence militaire française, qui, pendant des décennies, avait été présentée comme des opérations de contre-insurrection. En réalité, ces bases étaient un symbole de la domination française, un rappel constant de qui détenait le pouvoir. En expulsant les troupes françaises, la junte a effectivement tourné la page sur une longue histoire d'ingérence militaire déguisée en aide. Cet acte de défi a touché une corde sensible parmi le peuple nigérien. Des milliers de personnes ont afflué dans les rues, célébrant ce qu'elles considéraient comme une reprise de la dignité de leur nation. Des pancartes clamant « France dehors » et des chants appelant à la souveraineté ont résonné dans les villes. Pour le peuple nigérien, il ne s'agissait pas seulement d'uranium ou de troupes. Il s'agissait de respect de soi. De montrer au monde qu'ils ne seraient plus traités comme des pions dans le jeu de quelqu'un d'autre. D'énormes foules ont été vues marchant vers une base militaire française dans la capitale du Niger, Niamey. Bien sûr, les médias occidentaux ont donné leur version des faits. Les reportages sur l'instabilité et l'insurrection ont dominé les gros titres. Le récit était prévisible, un coup d'État dangereux qui menaçait la démocratie et la sécurité. Mais la vérité sur le terrain était bien différente. Loin de s'effondrer dans le chaos, le Niger a tenu bon, soutenu par la solidarité des pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso. Ces nations, ayant affronté une exploitation similaire, ont vu la rébellion du Niger comme la leur.
Ce n'était plus une simple histoire d'un pays. C'était une région entière qui se soulevait contre un héritage d'exploitation. Les actions du Niger ont allumé une mèche, et les flammes de la résistance ont commencé à se propager à travers le Sahel. Ce qui avait commencé comme un acte isolé de défiance est rapidement devenu un mouvement régional pour l'autodétermination. Les enjeux étaient clairs. Il ne s'agissait pas seulement d'uranium ou de bases militaires, mais de reprendre le contrôle du récit, des ressources, et surtout, de la dignité. Pour le peuple nigérien, la question n'était pas de savoir s'ils allaient réussir, mais jusqu'où leur position contre l'exploitation pourrait inspirer les autres. Les actions audacieuses du Niger n'ont pas seulement perturbé la France, elles ont aussi inspiré une vague de solidarité à travers l'Afrique. Pendant des décennies, des pays comme le Mali et le Burkina Faso ont été confrontés au même scénario. Les nations occidentales arrivent sous prétexte d'aide, établissent des bases militaires et siphonnent les ressources tout en laissant derrière elles la pauvreté et l'instabilité. Mais maintenant, le scénario est en train de changer. Lorsque le Niger a expulsé les troupes françaises, le Burkina Faso et le Mali ont immédiatement exprimé leur soutien. Ensemble, ils ont formé une alliance de 3 nations qui ébranle les fondements de la domination occidentale dans le Sahel. Ce n'est pas seulement une alliance politique, c'est un réveil culturel et économique. Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, est devenu une figure clé de cette résistance. Dans ses discours, il a dénoncé l'hypocrisie de l'aide occidentale, la décrivant comme un outil de contrôle plutôt que de soutien. Sous sa direction, le Burkina Faso a rejeté l'assistance militaire occidentale, préférant se concentrer sur la coopération régionale. Prenez par exemple les récentes initiatives visant à coordonner les efforts de sécurité dans tout le Sahel. En mettant en commun leurs ressources et en partageant leurs renseignements, ces nations prouvent qu'elles n'ont pas besoin de la France ou de toute autre puissance occidentale pour résoudre leurs problèmes. Ce type d'autonomie est ce que l'Occident redoute le plus. Mais ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de fierté. Pendant des siècles, les nations africaines ont été persuadées qu'elles ne pouvaient survivre sans l'intervention occidentale. Aujourd'hui, elles prouvent le contraire. La question est alors de savoir jusqu'où la France ira pour reprendre le contrôle. La France affirme être présente au Sahel pour lutter contre l'insurrection, mais soyons honnêtes, il ne s'agit pas d'insurrection, il s'agit de territoire. Pendant des décennies, les forces françaises ont opéré dans la région sous des missions comme l'opération Serval et l'opération Barkhane, prétendument destinées à stabiliser la région. Pourtant, que voyons-nous aujourd'hui ? Une insécurité croissante, des sociétés fragmentées et un sentiment anti-français grandissant. Si ces missions étaient si efficaces, pourquoi le Sahel est-il devenu plus instable ? La vérité est que ces opérations n'étaient pas conçues pour aider l'Afrique, mais pour aider la France. Prenez le Mali comme exemple. L'opération Serval a été célébrée dans les médias occidentaux comme une victoire contre les insurgés. Mais en réalité, elle a laissé le pays encore plus divisé, avec des groupes insurgés exploitant le vide de pouvoir laissé derrière. Puis vint l'opération Barkhane, une initiative multinationale qui promettait la paix, mais n'a apporté que ressentiment. Et n'oublions pas le volet économique de ce plan. La mainmise de la France sur l'uranium du Niger n'est pas qu'un simple accord commercial, c'est une bouée de sauvetage. Les ménages français dépendent des ressources africaines bon marché pour alimenter leur foyer, tandis que les Nigériens ne voient aucun désavantage. C'est l'essence même du néocolonialisme, tout prendre et ne rien donner en retour. Mais le jeu est en train de changer. Alors que des nations comme le Niger et le Burkina Faso prennent le contrôle de leurs ressources, la domination de la France s'effrite. Et avec elle, tout le discours occidental d'une intervention bienveillante s'écroule. Cependant, la France ne reste pas silencieuse. Après le rejet audacieux du Niger, qui a coupé les exportations d'uranium, expulsé les troupes et rompu les liens, la France a ressorti son manuel prévisible, des démonstrations militaires. Selon les derniers rapports, la France a mobilisé 2000 soldats pour une éventuelle intervention au Niger, encadrant cette action comme une mission pour rétablir la stabilité et combattre l'insurrection. Mais derrière cette rhétorique ambitieuse se cache une réalité bien plus insidieuse, une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une région qui lui échappe. Ce renforcement militaire ne sort pas de nulle part. La sécurité énergétique de la France dépend fortement de l'uranium nigérien, et l'embargo récent a envoyé des ondes de choc à travers Paris. Pendant des décennies,
les centrales nucléaires françaises ont compté sur un approvisionnement bon marché et ininterrompu d'uranium nigérien pour alimenter les foyers, les industries, et même ses ambitions de leader mondial de l'énergie nucléaire. Sans le Niger, la France risque des pénuries d'énergie et une envolée des coûts, un scénario impensable pour une nation qui se targue de son indépendance énergétique. Mais la France a longtemps considéré le Sahel comme sa sphère d'influence, une région où sa présence militaire sert à la fois des objectifs stratégiques et symboliques. Les bases françaises au Niger et dans les pays voisins ont été présentées comme des centres de lutte contre l'insurrection, mais leur présence n'a guère contribué à réduire l'insécurité. Au contraire, ces bases sont devenues des symboles de contrôle néocolonial, renforçant le sentiment anti-français dans toute la région. Perdre le Niger signifie non seulement perdre l'accès à des ressources cruciales, mais aussi perdre son emprise sur le Sahel dans son ensemble, un coup que les dirigeants français semblent peu enclins à accepter. Maintenant, avec 2000 soldats prêts à intervenir, la France signale qu'elle ne reculera pas sans se battre. Cette intervention potentielle est présentée comme une réponse à l'influence croissante des groupes insurgés dans la région, un récit opportunément chronométré pour justifier une action militaire. Mais prenons un instant pour poser les questions difficiles. Si les interventions militaires de la France au Mali, au Burkina Faso et au Tchad n'ont pas éradiqué l'insurrection, pourquoi le Nigeria serait-il différent ? Pourquoi les insurrections ont-elles tendance à augmenter dans les régions où des troupes étrangères sont stationnées ? Et surtout, qui décide que l'intervention militaire est la solution ? La France ou le peuple du Nigeria ? La vérité est flagrante. Il ne s'agit pas d'insurrection, mais de contrôle. La France tente de déguiser ses motifs économiques et politiques derrière un vernis de préoccupation sécuritaire. En peignant le Nigeria comme instable et infesté par l'insurrection, elle prépare le terrain pour justifier une invasion militaire qui vise moins le maintien de la paix que la domination. Cependant, l'approche de la France est semée de risques. La junte nigérienne, soutenue par un large appui populaire et la solidarité des pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso, a clairement indiqué qu'elle n'accepterait pas d'ingérence étrangère. Toute action militaire de la France pourrait déclencher un conflit régional, transformant le Sahel en un champ de bataille entre des nations africaines luttant pour leur souveraineté et des puissances occidentales s'accrochant à leur influence décroissante. De plus, les enjeux géopolitiques dépassent le cadre de l'Afrique. Les actions de la France sont étroitement surveillées par des acteurs mondiaux comme la Russie et la Chine, qui ont accru leur influence en Afrique à travers le commerce, les investissements et les partenariats militaires. Une intervention française pourrait ouvrir la porte à ces puissances pour renforcer leurs relations avec le Nigeria et ses alliés, érodant davantage la position de la France dans la région. Le peuple nigérien a également clairement exprimé sa position. Les protestations contre l'ingérence française se font de plus en plus fortes et répandues, les Nigériens descendant dans les rues pour exiger la souveraineté et l'autodétermination. Les banderoles, les chants et la détermination inébranlable envoient un message puissant. La France peut envoyer ses soldats, mais elle ne gagnera ni les cœurs ni la terre du Nigeria. Il y a aussi le coût financier d'une intervention. Déployer 2000 soldats n'est pas bon marché, et la France fait déjà face à des pressions nationales, allant de l'inflation énergétique à l'insatisfaction publique concernant ses politiques étrangères. De nombreux citoyens français se demandent pourquoi leur gouvernement continue de privilégier des aventures militaires en Afrique alors que des problèmes urgents à domicile restent non résolus. Le fossé grandissant entre les ambitions étrangères de la France et ses défis internes devient de plus en plus difficile à ignorer. Alors, quel est l'objectif final de la France ici ? Même si elle parvient à lancer une intervention, elle ne rencontrera pas l'obéissance à laquelle elle est habituée. Le Sahel n'est plus le champ de bataille docile de l'ère coloniale. Les nations africaines résistent plus que jamais, et toute erreur de la part de la France pourrait se retourner spectaculairement contre elle, solidifiant son image de puissance impérialiste déconnectée des réalités modernes. Mais la France devrait-elle être stoppée ? Après tout, il n'y a que des allégations contre elle, disant qu'elle ne soutient pas l'Afrique. Eh bien, remettons cela en question. Bien qu'il soit souvent traité comme tel, personne n'a de preuve que la France nuit clairement à l'Afrique. Aujourd'hui, expliquons tout cela avec des preuves. En 2013, la France a lancé l'opération Serval, une intervention militaire au Mali visant à stopper l'avancée des militants islamistes qui avaient pris le contrôle des régions du Nord. Les médias occidentaux l'ont saluée comme une victoire rapide et décisive.
Les troupes françaises ont repris des villes clés, dont Tombouctou et Gao, et la France a affirmé avoir rétabli l'ordre. Mais les conséquences ont raconté une toute autre histoire. Loin de stabiliser le Mali, l'intervention a laissé le pays plus fragmenté. Les groupes insurgés se sont adaptés, se dispersant dans les zones rurales et lançant des attaques de guérilla meurtrières. Au lieu d'éradiquer l'insurrection, l'opération Serval l'a simplement poussée dans l'ombre, où elle est devenue plus résiliente. Pire encore, la présence des troupes françaises a alimenté le sentiment anti-français parmi les Maliens, qui voyaient de plus en plus l'intervention comme un moyen de protéger les intérêts français plutôt que de sauvegarder la souveraineté du Mali. Lorsque l'opération Serval a été transformée en opération Barkhane en 2014, une initiative de contre-insurrection élargie couvrant 5 pays du Sahel, les dégâts étaient déjà faits. Le Mali a sombré davantage dans le chaos, culminant en une série de coups d'État militaires qui ont déstabilisé le gouvernement que la France cherchait à protéger. L'un des exemples les plus clairs de l'héritage nuisible de la France en Afrique est le franc CFA, une monnaie utilisée par 14 nations africaines et liée au trésor français. Introduit à l'origine pendant la colonisation, le franc CFA est indexé sur l'euro, donnant à la France un contrôle significatif sur les politiques monétaires de ces nations. Les partisans affirment que le franc CFA offre une stabilité, mais les critiques soulignent qu'il freine la croissance économique et l'indépendance. Les pays utilisant cette monnaie doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français, limitant de fait leur souveraineté financière. Le résultat ? Les nations africaines utilisant le franc CFA peinent à rivaliser à l'échelle mondiale, leurs économies étant liées à des systèmes dépassés qui privilégient les intérêts français au détriment des besoins locaux. Des dirigeants comme Thomas Sankara, du Burkina Faso, ont critiqué le franc CFA comme un outil de contrôle néocolonial, un sentiment repris par les dirigeants modernes qui poussent de plus en plus pour une réforme monétaire. Au Tchad, les interventions militaires de la France sous prétexte de contre-insurrection ont causé plus de tort que de bien. La France a longtemps soutenu le gouvernement tchadien dirigé par l'ancien président Idriss Déby, malgré l'historique de corruption et de violation des droits humains de son régime. Sous la surveillance de la France, le Tchad est devenu une base pour les opérations de contre-insurrection régionale. Pourtant, ces efforts n'ont pas abordé les causes profondes de l'insurrection, comme la pauvreté, le chômage et l'exclusion politique. Au lieu de cela, le soutien français à Déby a renforcé un régime qui privilégiait la loyauté envers Paris au détriment du bien-être de son peuple. Lorsque Déby a été tué en 2021, la France a soutenu son fils, Mahama Idriss Déby, qui a pris le pouvoir dans une transition militaire controversée. Cette décision a déclenché des protestations à travers le Tchad, les citoyens accusant la France de permettre une dynastie qui étouffe la démocratie et perpétue les inégalités. L'exploitation de l'Afrique par la France ne s'est pas limitée à ses interventions militaires et économiques. Elle s'étend également à l'environnement. Au Gabon, des entreprises forestières françaises ont été accusées de surexploitation des riches forêts tropicales du pays, une partie essentielle du bassin du Congo et un puits de carbone vital pour la planète. Alors que les entreprises françaises profitent des exportations de bois, les communautés locales doivent faire face à la déforestation, à la perte de biodiversité et à des écosystèmes perturbés. Les promesses de pratiques durables et de bénéfices pour les communautés ont largement été non tenues, laissant les citoyens gabonais remettre en question le véritable coût de l'implication française. Ces exemples soulignent un schéma récurrent. La France entre dans les nations africaines avec des promesses de stabilité, de développement et de partenariat, mais elle laisse derrière elle une traînée d'engagements non tenus et de crises plus profondes. Des échecs militaires au Mali à l'exploitation économique au Niger, en passant par les dommages environnementaux au Gabon, les interventions de la France ont systématiquement privilégié ses propres intérêts au détriment de la souveraineté et du bien-être africain. Pour les nations africaines, la leçon est claire. La véritable stabilité, prospérité et développement ne peuvent provenir de puissances étrangères aux intérêts bien ancrés. À mesure que davantage de pays, comme le Niger, rejettent l'influence française, l'espoir est qu'un jour, l'Afrique pourra enfin se libérer du cycle d'exploitation et tracer sa propre voie vers l'autodétermination. Alors, soyons clairs. La décision de la France de mobiliser 2000 soldats ne vise pas à sauver le Niger, mais à se sauver elle-même. L'Occident observe son emprise sur l'Afrique s'éroder, et il est désespéré de la maintenir. Mais voici le problème, ce n'est plus l'Afrique du XXe siècle.
Le Niger ne se tient pas seul. Avec des alliés comme le Burkina Faso et le Mali, le Sahel devient une forteresse de résistance. Et si la France pense qu'elle peut marcher et rétablir l'ordre, elle se prépare à un réveil brutal. Le peuple nigérien a clairement exprimé sa position. Il ne veut ni des troupes françaises ni de l'ingérence française. Il veut la souveraineté. Et il est prêt à se battre pour cela. Pas avec des armes, mais avec unité et détermination. Les actions de la France au Niger auront des conséquences bien au-delà de ses frontières. Si elle envahit, elle ne fera pas face uniquement à la résistance d'une nation, mais elle déclenchera une réaction continentale. Voici la vérité, la France est terrifiée. Elle voit ce qui est écrit sur le mur. Son manuel colonial ne fonctionne plus, et son influence en Afrique s'estompe plus rapidement qu'elle ne peut réagir. Mais l'Afrique ne fait pas que se libérer, elle s'élève. Du Niger au Zimbabwe, les nations réclament dignité, responsabilité et contrôle sur leurs ressources. Elles réécrivent les règles du jeu, et l'Occident ne sait pas comment suivre. Si la France poursuit son invasion, elle ne se battra pas seulement contre le Niger. Elle se battra contre l'esprit d'un continent entier qui en a assez qu'on lui dise qu'il a besoin d'être sauvé. Pensez-vous que la France devrait oser entrer au Niger? Est-ce même nécessaire? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Quel prix la France devrait-elle payer pour cette audace? Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture, la civilisation, l'histoire noire, et les preuves de la grandeur passée des Noirs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.